Alors Nadia, tu es CEO d'Eliance, executive coach, facilitatrice en intelligence collective, conférencière spécialisée dans la résilience positive, qu'elle soit personnelle ou organisationnelle. Tu es aussi auteur. Tu as écrit ce merveilleux livre, Le pépin et les pépites, que j'ai trouvé passionnant, comment faire du burn-out une chance. Oui, un titre un peu provocateur, mais très très sincère. Très judicieusement trouvé. Et le dernier livre, c'est L'entreprise papillon, quand un dirigeant gagne le pari des équipes autonomes. Absolument. Alors, on avait envie de te questionner déjà sur ton expérience d'accompagnement, sur les transformations individuelles et collectives, mais également sur cette expérience que tu as eue, que tu appelles pas complètement burn-out, hein, qui est un petit peu à la marge peut-être, on va en parler. Tu commences par, dans ce livre, hein, sur les pépins et les pépites, par cette merveilleuse citation de Socrate. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Peut-on revenir justement sur cette chute qui est arrivée il y a quelques années ? Oui, alors c'était il y a 12 ans maintenant. À l'époque, j'ai 42 ans, je suis directrice de la communication et dans ma vie, tout va bien. Ma vie personnelle, ma vie professionnelle. En tout cas, en apparence, on va dire. Quelques années auparavant, je me suis formée au coaching. Donc, je fais le même métier qu'Anne-Laure. Et parce que je sentais que j'étais un petit peu en perte de sens. Et en fait, à ce moment-là, je n'ai pas eu le courage de sauter le pas. Parce que ça voulait dire changer d'expertise, repartir à zéro, changer de métier, de statut. Et ça m'a paru un peu trop ambitieux. Et donc, j'ai continué à exercer mon métier, dont l'intérêt s'émoussait un petit peu, mais j'étais un bon petit soldat. Il y avait aussi, par ailleurs, quelques tensions relationnelles sur lesquelles je n'ai pas mis le mot de harcèlement moral, mais j'ai compris ensuite, a posteriori, que c'était bien ça dont il s'agissait. Et comme je suis assez guerrière, assez combative, j'ai continué à avancer sans me rendre compte qu'en fait, je m'épuisais. Et un jour, je m'en souviendrai tout le temps, c'est un lundi matin, je descends les Champs-Élysées sous une pluie battante, j'avais un rendez-vous professionnel. Et là, dans ma tête, il y a une petite voix qui murmure en boucle, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Et dans sa grande bonté, intelligence, que sais-je, mon cerveau prend l'information au premier degré. Et 15 minutes plus tard, je suis par terre. J'ai glissé bêtement sur une petite marche de quelques centimètres qui était mouillée. Et en fait, cette chute, ça a été le début d'une longue dégringolade physique, émotionnelle, mentale. Et en même temps, ça a été le début d'une renaissance. Et alors évidemment, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais cette chute, elle m'a permis finalement de devenir aujourd'hui la femme que je suis. Donc non seulement je n'ai aucun regret, mais j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui m'est arrivé. Alors tu en parleras peut-être, hein, cette chute a déclenché une maladie orpheline. Je fais un raccourci un peu trivial. Et justement, quand tu as 42 ans, tu as l'impression d'avoir une vie très épanouie, audacieuse. Hein, tu en parles, originale, dans ce livre. Tu es amoureuse, tu sembles heureuse. Et pourtant, tu l'écris, tu n'as plus envie. Mais tu n'as plus envie de vivre. Alors comment on en vient à ce constat qui peut paraître effrayant ? Oui, ça peut paraître paradoxal et même dénué de sens. En fait, cette chute, elle n'arrive pas par hasard. Cette chute, elle est la manifestation d'un burn-out. C'est cette lettre devenue extrêmement banale aujourd'hui. Et ce burn-out, en fait, c'est un épuisement professionnel qui est lié à du trop. Le burn-out, c'est une énergie du trop plein, trop d'engagement, trop de travail, des journées trop longues, un trop haut niveau d'exigence, du trop en général. La machine est en surchauffe et trop d'énergie la fait exploser. En fait, le burn-out, c'est ça, c'est comme une fusée qui explose en plein vol. Et effectivement, à ce moment-là, je n'ai plus envie de vivre. Alors on pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas plutôt une dépression qu'un burn-out ?
parce que la dépression, c'est une énergie du moins, à l'inverse du burn-out. Donc c'est un ralentissement de l'appareil locomoteur, c'est une baisse de l'énergie de vie, la libido, c'est une baisse de... Enfin, tout fonctionne plus lentement. Et en fait, je savais, moi, que c'était un burn-out, parce que dans le burn-out, même si les deux énergies se ressemblent, elles sont quand même très différentes. Et dans le burn-out, une fois qu'on est brûlé, qu'on est cramé, parce que c'est ça, burn-out, il y a un syndrome dépressif qui, donc, n'est pas une dépression, mais un moment passager qui peut y ressembler. Et à ce moment-là, effectivement, on n'a plus très envie de vivre. Enfin, je vais dire je n'avais plus envie de vivre, ce qui est très différent d'avoir envie de mourir. Ce n'est pas la même chose. En fait, c'est comme si j'étais complètement désertée par cette énergie de vie qui, un peu comme Anne-Laure l'expliquait tout à l'heure, moi aussi, je suis quelqu'un qui est avec une énergie vitale très, très importante. Et à ce moment-là, c'était au point mort. C'était au point mort et c'était très, très déstabilisant pour moi parce que je n'avais plus de futur professionnel désirable. Et même si ma vie personnelle était très satisfaisante, comme le travail a une place très, très importante, un outil de réalisation personnelle, le fait de ne plus pouvoir me projeter, ça s'est arrêté. Et en même temps, eh bien, je dirais que peut-être que derrière cette chute qui manifestait un burn-out, il y avait un cadeau caché. Ce cadeau caché, c'était que peut-être pour la première fois de ma vie, eh bien, j'expérimentais le lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise dont tout le monde parle. Et là, j'étais dans l'acceptation de ce qui était, parce que je ne pouvais plus faire autrement et que j'avais trouvé un maître impitoyable qui était mon corps. Et c'est lui qui décidait. Alors, avant de revenir ou d'avancer sur quelque chose de plus positif, c'est-à-dire ta reconstruction. Oui, là, on est dans la dégradation de l'énergie que tu annonçais tout à l'heure. Et le dynamisme formidable que tu as mis à te reconstruire, c'est impressionnant. On va peut-être s'attarder un petit peu sur ces niveaux de stress que tu évoques. Y a-t-il des niveaux d'alerte pré-burnout? Quels sont éventuellement les symptômes? Quels seraient pour toi les conseils les plus précieux pour lutter contre ces forts niveaux de stress? Alors, le burn-out, ça survient de façon brusque, mais jamais imprévisible. C'est brusque, parce que la veille, on est au travail, le lendemain, on ne peut plus se lever. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut plus. En revanche, ça n'est jamais imprévisible. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de signaux annonciateurs. Que ces signaux soient visibles ou invisibles. Et ça va vraiment dépendre des personnes. Dans mon cas, les signaux, je les sentais. En revanche, il n'était pas question que je montre quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc le choc autour de moi était d'autant plus important. Pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Les personnes vont être dans un déni total et c'est l'environnement qui va dire « tu m'inquiètes, fais attention, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et généralement, la personne, elle refuse d'en parler tout simplement parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement. Et donc, elle se dit « j'ai pas le choix », donc elle continue à faire toujours plus de la même chose. Et tu fais pertinemment un lien entre burn-out et stress, parce que le burn-out, c'est quoi en fait? C'est le degré ultime du stress. En gros, il y a 3 stades de stress. Il y a le stress positif, le premier niveau, qui est celui qui met en énergie parce qu'on libère de l'adrénaline. Et celui-là, on en a tous besoin et on en ressent tous. Et il est ponctuel. Ensuite, il y a le stress chronique qui, lui, arrive généralement sans crier gare. Celui-là, il est délétère. Il est mauvais pour la santé parce qu'il abaisse notre taux d'immunité. Et Dieu sait si en ce moment, on n'en a pas besoin. Il oxyde les cellules, donc il fait vieillir prématurément. Et puis, il va envoyer des premiers symptômes, ce qu'on appelle les symptômes chroniques. Quand on a des problèmes de migraine, ça s'installe. Quand on a des problèmes de lombalgie ou de sciatique, il va falloir augmenter les doses ou changer des traitements. Bref, ce stress-là est déjà du stress négatif et il s'attaque au cerveau, en générant des troubles cognitifs qui sont des choses qu'on connaît tous un jour ou l'autre et que généralement on balaye d'un revers de main comme si ce n'était pas important. Par exemple, les trous de mémoire, les difficultés à prendre des décisions, des difficultés à apprendre de nouvelles choses. Je pense que ça parle un peu à tout le monde. C'est déjà un signe d'alerte qu'il faut prendre en considération. Et si on ne le fait pas, eh bien, se profile le 3e niveau, qui est celui de l'épuisement professionnel, avec le burn-out en bout de chaîne. Mais juste avant, une étape qui est le pré-burn-out et qu'on appelle le burn-in.
et qui a déjà en plus petit tous les symptômes du burn-out. Donc on a des troubles physiques, mentaux et émotionnels. Et c'est le moment où on est encore au travail, mais on va alterner des petits arrêts de travail et puis des retours au travail. Alors, moi, j'aime pas donner de conseils parce que je pense que les conseilleurs ne sont jamais les payeurs, hein, selon l'adage bien connu. En revanche, peut-être 2 points de vigilance. D'abord, c'est être très attentif à tous les signaux d'alerte. Donc, tous les changements qui se passent à l'intérieur de soi, les petites voix qui ruminent, qui ressassent, les changements d'humeur, le fait de se désintéresser petit à petit des autres, d'être en fatigue permanente, par exemple. Et puis, je dirais, prenez soin de vous, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Donc, prendre soin de soi au quotidien, et je le dis en permanence à toutes les personnes que j'accompagne, prenez soin de vous. La santé est notre bien le plus précieux. C'est beaucoup plus important que le travail. On le sait tous, sauf que les personnes qui ont une prédisposition au burn-out, elles font comme si elles ne le savaient pas. Ou en tout cas, elles pensent le savoir et elles font l'inverse. Alors justement, au moment où on découvre que l'on est malade, et que toi tu le dis, hein, il faut prendre soin de soi, mais on n'a peut-être pas le réflexe. Par quoi commencer? Tu parles dans ton livre de poser une intention de guérison. Comment l'aborder? Comment la déclencher? Quelle peut être la démarche? Alors peut-être il faut préciser que, parce que je parle de burn-out, puis là on parle de maladie, dans mon cas, j'avais tous les symptômes troncs communs du burn-out, plus un bonus. Et ce bonus, ça a été une maladie orpheline neurologique. Donc qui dit maladie orpheline dit maladie inguérissable, puisqu'on n'a pas de traitement curatif. Et c'est une maladie extrêmement invalidante qui d'ailleurs m'a valu d'être reconnue travailleur handicapé pendant quelques années. En gros, j'avais toute la motricité supérieure du corps qui avait bugué, ce qui rend tous les événements de la vie personnelle et encore plus professionnelle très très compliqués. Le simple fait de vouloir se raser les jambes sous la douche était devenu quelque chose de vraiment très très complexe. On peut la nommer peut-être cette maladie? Oui, alors elle a un nom qui est d'une banalité. Ça s'appelle le dystonie cervicale. Et parce que moi, c'était localisé dans cette partie-là, le cou, les épaules, etc. Et en fait, on peut dire, bon oui, problème cervical, on en a tous. Mais celle-là, c'est une méchante. Et donc, quand on a posé le diagnostic de cette pathologie, on m'a dit en même temps que je n'en guérirais pas. Et quand j'ai vu l'état dans lequel j'étais, où ma vie s'arrêtait, parce que 4 mois d'arrêt de travail, 6 mois mi-temps thérapeutique, et on proposait que des choses un peu palliatives, je suis sortie très en colère du rendez-vous chez le neurologue, en fait. Parce qu'il m'avait dit que je ne guérirais pas et qu'il fallait que je me fasse à cette idée-là. Et moi, j'aime pas du tout les prophéties autoréalisatrices quand elles sont négatives, parce qu'effectivement, si on croit à ce qu'on me dit, alors c'est ce qui va advenir. Et ça, c'était pas du tout envisageable pour moi. Et donc, en fait, j'étais épuisée, mais la colère a un peu soufflé sur les braises et m'a redonné de l'énergie. Et ce jour-là, je me suis fait une promesse sur les marches en sortant de l'hôpital, et je me suis dit, je vais guérir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je sais que je vais guérir. Et en fait, poser cette intention de guérison, pour moi, ça a été vraiment essentiel. Parce que je me suis à nouveau prise en charge et je suis devenue actrice de mon chemin de guérison. Ce qui est tout sauf évident, parce que quand on parle de gens malades, on parle de prise en charge médicale, et ça veut bien dire qu'on vous prend en charge. Et si vous vous laissez prendre en charge, on va décider pour vous. Et comme moi, on n'avait rien à me proposer, il n'était pas question qu'on décide pour moi. Donc, ma première chose, ça a été de décider de guérir. Et ça a vraiment été la première étape de ma reconstruction. Alors, tu expliques de ce livre que tu n'as pas trouvé toutes les réponses dans la médecine traditionnelle. Tu as été un peu frustrée de ces réponses-là. Tu es allée chercher dans les techniques de soins alternatifs, une trentaine, je crois, répertoriées dans ton livre, peut-être ça, plus. Oui. Certaines ont fonctionné pour toi, d'autres pas. Toi, je crois que c'est la chiropractique énergétique
qui a le plus fonctionné, si on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a aussi une exploration du paranormal avec la rencontre d'un ostéopathe. Est-ce qu'on peut, ça va être difficile de résumer en quelques minutes, mais est-ce qu'on peut revenir sur ce chemin ? Oui, il est tout sauf banal, ce chemin de reconstruction. Donc, mon intention, c'était envers et contre tout guérir, retrouver la santé et pas simplement aller mieux. Donc, mon chemin, il a emprunté des chemins très éloignés de la médecine conventionnelle, puisqu'elle n'avait rien à me proposer. Donc, ce n'est pas que j'ai réfuté, c'est simplement que je me suis dit, ça va être à moi de trouver. Et donc, pour trouver, il faut chercher. Et en fait, j'ai décidé de devenir le cobaye de moi-même, donc cobaye consentant. Et j'ai exploré les chemins de la médecine alternative, médecine douce, etc., quelle que soit la façon dont on l'appelle. Et la première étape, elle est assez inhabituelle. En fait, j'ai voulu savoir pourquoi je m'étais fait autant de mal. Pourquoi j'en étais arrivée à me faire aussi autant mal. Et donc, je me suis dit, puisque je ne trouve pas la réponse, en interrogeant mon mental, je ne vais pas comprendre. J'aime bien la phrase de Boris Vian qui dit « le mental ment monumentalement ». C'est incroyable ce qu'on peut se faire. On peut se raconter d'histoires et puis y croire. Donc, j'ai voulu court-circuiter mon mental et accéder à un niveau de réponse par un canal complètement différent. Et donc, en premier, je suis allée voir un médium. Donc, ce n'est pas très rationnel, j'en conviens. Enfin, vu l'état dans lequel j'étais prête à tout essayer. Et ça a été très éclairant pour moi parce qu'en fait, il m'a dit que ce burn-out qui prenait la forme de cette maladie orpheline était une accumulation de chocs émotionnels depuis l'enfance qui n'avaient pas été gérés. Alors, sur le moment, je mentirais si je disais qu'immédiatement, je me suis dit, ouais, choc 1, c'est ça, choc 2, choc 3. Non, pas du tout. En revanche, j'ai senti une bouffée d'émotion et donc j'ai senti qu'il touchait juste. Et en fait, ce qui a été incroyable, c'est qu'en sortant de cette consultation, pendant l'heure qui a suivi, mes symptômes avaient disparu. Et là, je me suis dit, si c'est possible, il y a quelque part un bouton on-off et je vais le trouver. Je ne sais pas comment, mais je vais le trouver, je vais m'y employer. Et donc, sur ce chemin, il y a eu notamment effectivement un éthiopathe. Un éthiopathe, c'est quoi ? C'est un praticien de santé qui travaille sur l'origine des maladies. Et pour moi, donner du sens à ce qui m'arrivait, j'avais un certain niveau de sens, un premier niveau, mais je me méfie toujours des arbres qui cachent la forêt. Je pressentais bien qu'il y avait autre chose derrière. Alors, je ne vais pas décrire, parce que je le fais dans le livre, ce qui s'est passé dans cette... Je ne sais pas très bien d'ailleurs ce qui s'est passé pendant cette consultation. En revanche, ce que je sais, c'est que dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je n'ai pas pu quitter mon lit. Et donc, il y avait un gros nettoyage émotionnel qui s'opérait. D'un point de vue énergétique, il y avait vraiment quelque chose qui s'en allait, qui se détachait. Et puis ensuite, comme tu le disais, ce qui a été le plus déterminant pour moi en termes de soins efficaces, parce que j'en ai essayé une trentaine, certains ont fonctionné sur moi, d'autres pas. Et ce qui n'a pas fonctionné, je le disqualifie pas, c'est vraiment propre à chacun. C'est donc la chiropraxie énergétique, qui n'est pas très connue en France, mais qui, aux États-Unis, est une des premières techniques de santé. C'est énergétique, donc c'est sur le corps, mais ça n'a même pas besoin de toucher le corps. Et en fait, ça travaille sur un axe qui est celui du système nerveux, qui va donc du coccyx jusqu'à l'occiput, en passant par la colonne vertébrale. Et pendant des mois, j'ai fait ces séances-là et je me suis sentie petit à petit me reverticaliser et retrouver en fait l'axe de ma vie. Donc on est à la fois sur le physique, sur la structure, mais c'est aussi sur l'énergétique et le symbolique. Et donc c'est vraiment un chemin de guérison qui est complètement unifiant et qui prend en compte toute la personne. Ce qui fait que pour moi, guérir, ce n'est pas juste la disparition des symptômes, mais c'est me restaurer en tant qu'être humain, je dirais. Alors actuellement, tu sembles toute neuve et on aimerait connaître, forte de toute cette expérience, quelles sont tes routines peut-être énergisantes. Tu as vu qu'on avait 4 axes, mental, physique, oui. émotionnel, spirituel, peut-être que ça te parle. Mais comment tu entretiens ? Comment tu l'as dit tout à l'heure, tu te fais moins mal ou tu ne te fais plus mal ?
Oui, alors on change jamais complètement le logiciel interne, hein. Parfois, j'ai encore des petites tendances à me mettre en déséquilibre. En revanche, comme le corps a une mémoire, et quand on est allé aussi loin dans la douleur, la mémoire se réactive très très vite. Donc, je suis très très attentive aux signaux de déséquilibre lorsqu'ils se remanifestent. Et puis, j'ai donc mis en place effectivement des routines au quotidien. Qui sont des routines physiques, mais aussi la dimension spirituelle est très importante pour moi. Donc le matin, j'ai ma demi-heure de yoga et puis de pranayama, c'est-à-dire des techniques de respiration. Je suis végétarienne depuis, je sais pas, maintenant une quinzaine d'années, donc c'est aussi important pour moi avec quoi on nourrit son corps. Tous les ans, je fais une cure ayurvédique en Inde. Alors, bon, évidemment, cette année, je suis allée un peu moins loin. Je suis allée dans le Morvan. Mais c'est une approche, c'est de la médecine traditionnelle indienne qui allie aussi le mental, l'émotionnel et le spirituel. Et puis, une chose qui est de plus en plus importante pour moi, et je m'en suis rendu compte encore plus pendant cette pandémie, quand on était confinés, c'est le contact avec la nature. Parce que c'est vraiment être en contact avec l'énergie du vivant et du sensible. Et en fait, j'ai besoin de ces temps-là. Et quand je ne les ai pas, j'ai l'impression de me déconnecter de moi-même. Et en revanche, quand je prends ce temps-là, j'arrive à me connecter à plus grand que moi, on va dire. Alors, on a envie, suite à ta dernière publication, de faire peut-être un parallèle entre posture favorable individuelle et posture favorable d'entreprise. Dans ton quotidien d'executive coach, quelle dimension utilises-tu pour accompagner tes clients, pour donner à l'entreprise des comportements ou des postures plus favorables? Alors en fait, quand j'ai écrit le pépin et les pépites, parce que pour moi, derrière chaque pépin, il y a une pépite, c'est vraiment un parcours résolument optimiste de reconstruction. Il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, parce que le temps de l'écriture est un moment de prise de recul. Une chose que je n'avais pas du tout vue avant, c'est qu'on peut vraiment faire un parallèle, même de nombreux parallèles, entre la posture qui est favorable à la guérison personnelle et la posture qui pourrait tout à fait indiquer dans le management et la gouvernance des entreprises. Et donc, dans le dernier livre, L'entreprise papillon, je développe ça. Alors, je vais vous passer je vais vous épargner les 15 critères, mais si je devais ne retenir qu'un, ce serait quand d'un côté, on a se faire confiance dans sa capacité d'auto-guérison, donc faire confiance aux ressources que l'on a à l'intérieur de soi pour développer sa résilience. Le parallèle en entreprise pourrait être faire confiance aux collaborateurs dans leur capacité à faire les bons choix en fonction du métier qu'ils exercent. Donc, auto-guérison d'un côté et subsidiarité de l'autre. Et on peut développer ça de façon beaucoup plus importante. Et en tout cas, aujourd'hui, riche de cette expérience de vie qui aurait pu très mal se terminer, ça guide vraiment ma façon d'accompagner les entreprises au quotidien. Voilà. Alors, on n'a pas parlé de ça. Juste une dernière petite question. Donc, tu as changé de vie, tu as changé de travail, tu as quitté ce travail suite à ce burn-out? Oui, en fait, j'ai négocié mon départ une fois que j'avais presque recouvré la santé, pas complètement. Et en fait, je dis toujours le pire moment est le meilleur moment. Parce que tant qu'on n'est pas dans le pire moment, on a ces peurs qui viennent de grossir les risques. Et une fois que le pire est là, finalement, on n'a plus rien à perdre. Et il faut dire aussi que quand j'ai fait mon burn-out, qui a donc pris la forme de cette maladie orpheline, on a découvert une malformation cérébrale. J'ai fait un premier AVC, un deuxième AVC. Donc en fait, c'est au moment où je suis rentrée de l'hôpital, après le deuxième AVC, que je me suis dit, là, j'ai plus peur de rien. Et si demain, un troisième AVC devait m'emporter, alors là, je regretterais beaucoup de ne pas avoir sauté le pas. Et donc ma décision, elle s'est prise comme ça. Et il n'y a pas un jour où je ne bénis finalement ce qui m'est arrivé.
Un grand merci Nadia de ce témoignage, c'était passionnant. Et je vous Merci, conseille Le Pépin et les Pépites. Avez-vous des questions? Oui, Olivier, je t'apporte le micro. Pour les gens qui sont à distance. Tu n'as pas le droit de le tenir. Je te tiens la main. Bon, d'abord, merci pour ce témoignage tellement sincère et touchant. Moi, j'avais une question. On a bien compris qu'il y avait eu un processus assez lourd et assez compliqué, et que vous aviez mis en place des cheminements, des aides pour se protéger. Pour les gens qui ne sont pas dans une situation d'urgence ou aussi douloureuse, mais qui envisagent plutôt de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place préventivement pour que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous proposez ? En prévention du burn-out ou tout simplement pour maintenir un équilibre de vie. Oui. Eh bien, je dirais, c'est remettre le travail à sa place. Or, il prend beaucoup de place. J'ai trouvé pendant toute cette année où on était confinés qu'il en prenait encore plus. Il y a un phénomène de blurring, c'est-à-dire d'estompage des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis il y a aussi une caractéristique qui est très française, on le voit dans les benchmarks européens. Pour un Français, perdre son travail, c'est la pire chose qui soit. Alors, je généralise parce que c'est un gros pourcentage, mais on en connaît tous pour qui ce serait une bénédiction. Mais globalement, perdre son travail, c'est synonyme de désocialisation. Et donc, je le vois beaucoup aujourd'hui parce que j'accompagne aussi sur la prévention des risques psychosociaux. Beaucoup de personnes sont prêtes à faire beaucoup, trop, par peur de perdre leur travail. Alors que si elles s'autorisaient à faire juste, ce qui est juste pour elles et pour conserver leur équilibre, elles conserveraient leur travail, mais il y a une peur projetée qui amène à se mettre beaucoup de pression. Alors moi, j'avais quand même une question sur le choix du praticien ou des praticiens dans ces médecines alternatives. On n'a pas parlé d'hypnose ericksonienne. Enfin, tu t'es formé pour quelqu'un qui serait dans une démarche préventive, comme l'a expliqué Olivier. Comment faire le bon choix ? Ah, ça c'est une vraie question. Comment faire le bon choix ? Moi, je me suis laissée guider par mon intuition. J'avais personne que je pouvais écouter, qu'il n'y avait pas de sachant médical qui pouvait me guider. C'était plutôt même parfois des messages qui allaient à l'encontre de ce que je sentais. Donc je me suis dit, mon guide, c'est mon guide intérieur. Je sens ce qui est bon pour moi. Et parfois, ce que je faisais, ce que je choisissais de tester avec des praticiens de santé, était exactement l'inverse de ce que mon kiné ou mon neurologue m'avait conseillé. Donc moi, je pense que c'est comme un coach, en fait, un praticien de santé. On le rencontre et on voit si ça fit ou pas. Et puis, le droit à l'erreur, se laisser le droit à l'erreur. J'essaye une chose, ça ne m'apporte rien. Ok, je suis déçue sur l'instant, mais très vite, je me dis, ok, je mets ça de côté, j'ai essayé. L'approche test and learn, qu'on trouve aussi en entreprise, je me la suis appliquée. Ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est quoi la prochaine chose que je peux essayer ? Donc j'ai beaucoup lu, beaucoup rencontré de personnes. Et puis une personne parle d'une chose qui renvoie à une autre personne. Et la vie, elle est bien faite. Elle envoie au bon moment les rencontres nécessaires qu'on a besoin de faire à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses pas très rationnelles dans ce que je dis, j'en ai très conscience, mais c'est grâce à ça que je m'en suis sortie. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ce sera le mot de la fin, Nadia. Merci, un grand merci.